Bonjour à tous, deuxième petite vidéo en ce qui concerne donc la physique. Alors nous allons voir aujourd'hui une méthode en 4 points pour la résolution d'un problème de mécanique. Alors comme vous pouvez le voir sur l'écran, je vous ai mis les prérequis. Donc en fait ça consiste à avoir compris et connaître donc l'expression de la seconde loi de Newton. Petite remarque rapide là-dessus, donc j'utilise la notation avec le point qui signifie donc la dérivée temporelle. Donc dans l'expression de la seconde loi de Newton, quand j'écris donc le vecteur f qui est égal à la dérivée temporelle du vecteur p, je vais écrire ça donc le vecteur f qui est égal au vecteur p avec un point au-dessus. Bien, alors je passe très rapidement sur les prérequis, je vous les laisserai donc lire et n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette vidéo où vous pouvez éventuellement également poser des questions sur le contenu de ces prérequis. Alors on va tout de suite basculer sur un exemple assez simple qui peut même concerner donc des élèves de terminale. Et je ferai dans une autre vidéo un deuxième exemple un peu plus complexe pour voir la portée de cette méthode quant aux problèmes de signes éventuels que vous pourriez rencontrer. Alors celle-ci vise justement à éviter ce genre de problème. Alors on va parler ici du lancer parabolique. Donc c'est par exemple quand on lance un poids, une discipline athlétique, mais dans une condition bien particulière, puisqu'il s'agit ici d'une modélisation d'un cas idéal, dans cet exemple simple où si on a un lancer parabolique, c'est qu'effectivement il n'y a aucune interaction avec l'air qui entoure le poids, c'est-à-dire que ceci se passerait dans le vide. Alors première étape, c'est l'étape de la schématisation, c'est sans doute la plus importante. Donc il faut tracer donc, sur cette schématisation donc, le repère que nous avons choisi. Donc ici, c'est un repère cartésien, UX, UY et UZ, un trièdre direct qui respecte la règle des 3 doigts de la main droite. Et en rouge sont symbolisées donc, les conditions initiales, là où vous pouvez voir le petit triangle sur fond jaune. Donc V0 étant le vecteur vitesse à l'instant initial, Z0 étant la hauteur de l'objet qui sera lancé à l'instant t égale 0. Et on peut voir ici donc, dans ce triangle rectangle les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses V0 cosinus bêta, donc UY, puisque mon axe des abscisses, enfin l'axe horizontal, pardon, c'est donc symbolisé par le vecteur unitaire UY, et l'axe vertical symbolisé par le vecteur unitaire UZ. Donc ici, donc la coordonnée du vecteur vitesse à l'instant initial sur l'axe UZ, c'est V0 sinus bêta. Et on représente donc le point M, donc le point qui représente l'endroit où se trouve l'objet à un instant t quelconque. Alors j'insiste bien sur le quelconque, c'est surtout pas représenté à l'instant initial, pas représenté donc au sommet de la trajectoire et pas représenté ni à l'arrivée, c'est-à-dire lorsque l'objet touche le sol. On verra ça donc dans l'autre vidéo, le pourquoi de cette représentation à un instant t vraiment quelconque. Alors tout ceci à chaque fois c'est pour éviter des erreurs. Donc je vous conseille sur cette étape de schématisation de donner les expressions donc des vecteurs de force d'interaction qui s'exercent sur l'objet étudié, donc les expressions de ces vecteurs en fonction des vecteurs unitaires du repère choisi. Par exemple, ici, pour le vecteur poids, moins mg suivant uz, puisque vous avez eu un p qui est opposé au vecteur unitaire uz, g représentant donc l'intensité du champ de pesanteur, m la masse de l'objet étudié. J'ai tracé en vert ici la trajectoire supposée, puisqu'on parle du lancer parabolique. Bon, c'est ce qu'il faudra prouver, c'est un petit peu l'objectif de cet exemple. Donc ça, c'est la première étape, l'étape schématisation. C'est là où on réfléchit au problème, où on donne toutes les indications utiles et nécessaires à la résolution du problème. Donc ici, ce qu'on peut ajouter, c'est que tout ceci, ça se passe dans le vide, c'est-à-dire qu'on néglige quelque part les interactions qu'il pourrait y avoir avec un éventuel fluide. Donc ça veut dire que ce que l'on va trouver restera encore à peu près valable si jamais à la place du vide c'est de l'air et que l'objet ne va pas trop vite et qu'il ne soit pas trop volumineux pour que les interactions avec l'air soient parfaitement négligeables devant les interactions avec la Terre qui est en dessous. Alors deuxième étape, après la schématisation, donc on pourrait symboliser ça et écrire ça comme la mise en équation. Là c'est plus donc l'application d'une loi physique. Alors pour l'instant, on va appliquer ça comme je le mettais dans les prérequis avec la seconde loi de Newton. Donc dans l'étape schématisation, on utilise la loi. Donc on peut aussi dire donc d'après la seconde loi de Newton. Donc ça c'est la loi utilisée. Dans un référentiel
galiléen, ce que j'ai noté RG, donc le référentiel terrestre, si la durée de l'étude n'est pas trop longue, va pouvoir être considéré comme un référentiel galiléen, puisque les forces d'inertie liées à la rotation de la Terre pourront être parfaitement négligeables devant le poids. Si la masse est constante, eh bien on a la résultante des forces. Alors ici, la résultante des forces va être uniquement donc le poids, qui va être égal donc à m fois le vecteur accélération. Le poids, comme je l'ai indiqué ici en fonction des vecteurs unitaires, on va pouvoir le remplacer. Moins mg suivant uz est égal donc à m fois. Donc le vecteur accélération en coordonnées cartésiennes, on pourra écrire que ce vecteur accélération, de manière tout à fait générale, c'est x point point suivant ux, plus y point point suivant uy, plus z point point suivant uz. Ça, c'est l'expression générale du vecteur accélération dans le système de coordonnées cartésiennes. Quel que soit donc le nombre d'axes que nous ayons ici, on aurait pu le réduire à 2. Je vais garder les 3 pour l'instant. Alors, la masse du système étant quelque chose qui est non nul, je peux effectivement donc simplifier par la masse du système. Et l'écriture de cette seconde loi de Newton me donne finalement 3 équations. X point point égale 0, puisque à gauche de l'égalité, il n'y a pas de composante suivant ux. Y point point est égal à 0 également pour les mêmes raisons. Et Z point point égale moins G, c'est par identification de ces deux vecteurs. Donc ici, on a ce système de 3 équations, ce qui veut dire que la mise en équation est ici terminée. Troisième étape de cette résolution, donc là, il s'agira de faire la résolution de ces équations. Donc ce que je vais appeler ici résolution, ce qui est une étape purement mathématique, ici pour la résolution. Voilà. Alors, je vais remonter le tableau pour voir cette résolution. Alors, quand on a donc ce système de 3 équations, l'idée c'est d'arriver donc à montrer que l'équation de la trajectoire est bien parabolique. Donc, il va me falloir les équations horaires du mouvement, x de t, y de t et z de t. Donc, je vais ici donc prendre la primitive de ces 3 équations. Donc, la primitive de 0, c'est une constante. Cette constante, il faut se servir des conditions initiales pour voir à quoi elle est égale. X point, donc c'est-à-dire la vitesse selon l'axe x à l'instant t égale 0, est égale à 0, puisqu'on voit qu'ici on est dans le plan x égale 0, dans cette partie-là. Donc le vecteur vitesse étant inscrit dans ce plan x égale 0, il n'a pas de composante suivant le vecteur unitaire ux. Y point, donc égal à une constante, primitive de 0, c'est une constante. Je regarde donc à l'instant t égale 0 pour définir quelle est cette constante. À l'instant t égale 0, on peut voir que la composante de la vitesse selon l'axe OY, c'est V0 cosinus bêta. Et je fais la même chose pour ce qui se passe suivant l'axe OZ. La primitive donc de moins g, ça va être moins g fois t. Je vous rappelle que la variable ici d'intégration est la variable temporelle, c'est t, plus une constante, ne jamais oublier la constante additionnelle quand on prend une primitive. Et donc pour trouver cette constante, je regarde ce qui se passe à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, je vais avoir z point qui va être égal à cette constante, et cette constante, ça sera la composante de la vitesse selon l'axe OZ, c'est-à-dire V0 sinus bêta, plus V0 sinus bêta. Je prends une seconde fois la primitive de chacune de ces égalités pour arriver aux équations horaires. Donc on va voir x qui va être égal à une constante, et cette constante, même chose, je regarde les conditions initiales, on est dans le plan x est égal à 0, donc x est égal à 0 tout le temps, finalement ici. Y va être effectivement donc une fonction dépendante du temps. La primitive de V0 cosinus bêta nous donne V0 fois t fois cosinus bêta plus une constante, et cette constante, si j'analyse un petit peu, je regarde ce qui se passe à l'instant t égale 0, et cette constante sera égale à y à l'instant t égale 0, et y à l'instant t égale 0, je me reporte à mon schéma, je vois que y à l'instant t égale 0 égale 0. Donc
Donc ici, la constante est nulle. Pour z de t, donc primitive de moins gt, donc moins g t carré sur 2. Oups. Donc, petit problème ici d'écriture. Donc, moins g t carré sur 2. Primitive de v0 sinus bêta, donc plus v0 t sinus bêta, plus une constante ici d'intégration. Donc, il faut encore une fois se servir des conditions initiales. Pour chaque constante, de toute façon, d'intégration, on regarde ce qui se passe à l'instant initial. Lorsque t est égal à 0, on voit que z de t sera égal à la constante. À l'instant t égale 0, z de t est égal à z0. Donc cette constante, je vais pouvoir écrire rapidement que c'est égal à, ici, donc z0. Donc là, j'ai les équations horaires du mouvement. Alors pour x, on aurait pu laisser tomber, comme je le disais tout à l'heure. J'ai un système donc, de 3 équations. La première me précise bien que le mouvement a lieu dans le plan x égale 0, c'est ce qu'on savait donc depuis le départ. Et je vais me servir donc des deux équations suivantes, y de t et z de t. De y de t, je peux en déduire que t est égal à y sur v0 cosinus bêta, donc ça me donne une relation, et cette relation, je vais l'injecter dans la troisième. Donc en injectant ceci dans la troisième équation, nous allons avoir donc z qui ne va plus être exprimé en fonction du temps, mais z qui va être exprimé en fonction de y, ce qui sera donc l'équation d'une trajectoire. Alors je vais l'écrire pour l'instant de cette manière-là. Moins 1/2 de g fois donc t carré, c'est-à-dire y au carré sur v0 carré cosinus carré bêta. Je vais simplement remplacer t carré par son expression. Plus v0 fois t, c'est-à-dire y sur v0 cosinus bêta, tout ceci multiplié par sinus bêta, plus z0. Alors je mets un petit peu en forme, ce qui est équivalent à z est égal à moins g sur v0 carré cosinus carré bêta fois y au carré plus, alors là j'ai quelques petites simplifications, v0 va se simplifier ici avec numérateur et dénominateur, sinus bêta sur cosinus bêta égale à tangente bêta, donc plus tangente bêta fois y plus z0 et z0 étant une constante. Alors si on regarde un petit peu donc, cette égalité, on reconnaît ici l'équation d'une parabole, avec ceci qui est égal à petit a, tangente bêta, une constante qui est égale à petit b, et z0, la hauteur du système, qui peut être égale à petit c, et on retrouve z est égal à ay carré plus by plus c, ce qui est bien ici donc l'équation d'une parabole. Sur cette parabole, on peut regarder le signe de A, donc équation d'une parabole. Ce qui fait que notre trajectoire supposée parabolique eh bien, est ici effectivement donc, démontrée. Donc quatrième et dernière étape après la résolution, une rapide interprétation. Alors quelquefois cette interprétation peut être beaucoup plus longue. Je vous rappelle qu'ici j'ai pris un exemple des plus simples pour illustrer cette méthode. Donc en interprétation, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a bien l'équation d'une parabole. Le mouvement est un mouvement parabolique. On se rend compte que petit a est négatif. Petit a est négatif, ça veut donc bien dire mathématiquement que la concavité de la parabole est tournée vers le bas. Donc ça, c'est une première chose, et c'est bien ce que nous avons, évidemment.
Au niveau de l'interprétation, ben, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que tout ceci, c'est valable pour y compris entre 0 et y max étant le moment où l'objet va toucher le sol, hein. Avant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Enfin, toujours utile que si c'est un lancé, l'objet était en y égale 0 et en z égale z0. Donc avant, il se passait tout à fait autre chose. Et après, donc l'objet touchant le sol, il se passe des choses beaucoup plus compliquées. On peut rappeler que cette trajectoire parabolique ne peut être valable que dans un référentiel galiléen. Si le référentiel ne peut plus être considéré comme galiléen, la trajectoire sera un peu plus compliquée, c'est-à-dire que cette étude n'est pas valable. Et avec forcément donc un objet dont la masse est constante. Alors si c'est un lancer de poids, ça pose aucun problème. Mais imaginez la trajectoire d'une goutte d'eau ou la trajectoire d'un grêlon ou quelque chose comme ça, dont la masse peut varier. Ça voudrait dire que la théorie que nous venons d'élaborer n'est plus valable. Donc, ce qu'il y a à retenir là-dessus, donc c'est bien les 4 étapes ici. Donc, schématisation, à mon avis, c'est la plus importante. La mise en équation, c'est donc l'application d'une loi, hein, qui ici est dans l'exemple de la deuxième loi de Newton. La résolution, qui est purement mathématique. L'interprétation, pour laquelle on refait un petit peu de physique et on essaie de donner des renseignements sur ce qu'on a fait ou sur les résultats obtenus. Bien. Alors, voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, donc, on va voir donc, sur cette application de cette technique en 4 étapes sur un exemple beaucoup plus compliqué que cela.